L'interview politique d'Europe 1 Soir. Bonsoir Arlette Chabot. Bonsoir Nicolas Poincaré. Et vous recevez ce soir le patron du Nouveau Centre. Oui, ancien ministre de la Défense, Hervé Morin. Bonsoir. Bonsoir Arlette Chabot. Alors justement, l'ancien ministre de la Défense que vous êtes, comment regarde-t-il l'intervention française en Libye ? Écoutez, j'avais appelé de mes voeux à ce que la France réagisse. J'avais trouvé qu'on avait mis beaucoup de temps à condamner les agissements de Kadhafi. J'avais trouvé qu'on avait mis beaucoup de temps aussi pour s'organiser. Et j'ai apprécié que la France soit au rendez-vous. Les militaires sont là. C'est une opération militaire qui, bien entendu... difficile, dangereuse ? Difficile, je n'en sais rien. Puis, comme je vous le disais avant que nous soyons dans le studio, je ne veux pas évoquer des sujets quand on n'est pas dans le cœur de l'action. Après, on dit n'importe quoi. Et donc, je préfère ne rien dire. Tout ce que je sais, c'est que nous avons une armée qui est tout à fait en capacité de pouvoir mener une opération de ce genre. Bien entendu, il faut que cette opération militaire, elle soit le moyen de créer une dynamique interne pour une transition démocratique. Ouais, donc que Kadhafi s'en aille au bout du compte. Espérons-le. Ouais. On disait les militaires un peu, comment dirais-je, assez méfiants à l'égard de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'une intervention de ce genre va réconcilier l'armée avec le président de la République ? Écoutez, ça, faut leur poser la question. Mais c'est vrai qu'on a eu une relation entre le chef de l'État. Non, mais je cherche les mots. Oui, une oui, relation, c'est compliqué. Une relation entre quoi. le chef de l'État et les armées qui est une relation particulière dans la mesure où on a eu un président de la République qui a eu des arbitrages exceptionnels pour les armées dans un contexte budgétaire difficile. J'ai mené une réorganisation colossale, mais avec des crédits au bout. Mais c'est vrai qu'il y a souvent eu de l'incompréhension entre le chef des armées et les militaires. Alors, on arrive à l'UMP, c'est la trêve aujourd'hui, l'incident est clos, disait le Premier ministre cet après-midi. On parle bien sûr, petit incident entre Jean-François Copé et le Premier ministre. Réconciliation de façade ? Écoutez, posez-leur la question. Oui, mais vous les connaissez, vous les avez vus fonctionner, le Premier ministre, vous connaissez bien Jean-François Copé. Ça veut dire que les querelles ne sont pas terminées du tout, quoi. Écoutez, de toute évidence, on assiste à un moment clé de ce quinquennat, avec probablement, je l'espère pour ma part, une recomposition polique. Mais ça veut dire l'éclatement de l'UMP, ça, à votre avis, à terme ? Ou en tout cas, ça révèle des divergences de fond ? J'ai toujours pensé que la vieille théorie politique que nous avons tous apprise, qu'il existe au moins deux droites, sinon trois en France, ça correspond à un fond sociologique et politique qui est inexorable. Et donc l'UMP a été une construction de circonstances qui a été celle de 2002, de ce second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, et que nous revivons progressivement la reconstruction d'un paysage politique dans lequel vous avez à la fois une droite, disons, plus dure, plus jacobine, et de l'autre, une droite ou un centre qui ont une appréciation de la politique probablement faisant plus appel à l'intelligence, à la réflexion, à la tempérance. Ça veut dire que les autres sont idiots, quoi. Non, je plaisante. Pas ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une droitisation. Avoir une expression politique où on soit moins dans la mécanique et dans le réflexe. C'est ça que je veux dire. Alors, je reviens sur la droitisation de l'UMP. Est-ce que vous assistez effectivement à cette orientation très à droite par rapport à ce que vous avez connu en 2007? Vous êtes un partenaire de l'UMP. Oui, bien sûr. Je fais un tour de France depuis des mois. J'ai fait une campagne électorale aussi. Honnêtement, ces sujets et ces débats nationaux sont des débats qui n'intéressent absolument pas nos compatriotes, la laïcité et la place de l'islam dans la République. Moi, j'ai été à la rencontre de la communauté musulmane pendant des mois. Les musulmans vivent leur citoyenneté sans aucune problématique d'aucune sorte. Ce qu'ils demandent, au contraire, c'est l'application du principe de laïcité. C'est qu'ils puissent avoir la même liberté de conscience que les autres religions, la même capacité à pouvoir mener sa foi en toute liberté et dans le respect des règles de la République. Ce que j'entends, moi, et notamment dans les banlieues, c'est la faillite du système éducatif. Quand vous allez dans un collège, dans une zone urbaine sensible de Metz, où 30% simplement de ces jeunes Français, certes héritiers de l'immigration, accèdent au collège, au brevet, que 15% seulement accèdent au baccalauréat. C'est ça la colère des familles. C'est que ces enfants ne puissent pas accéder au même niveau éducatif que vos enfants ou les miens. Voilà un vrai sujet. Oui, donc ce que vous voulez dire, c'est que quand l'UMP relance ses débats sur l'islam, la laïcité, c'est un moyen de courir derrière le Front National ?
c'est un moyen qui ne mène nulle part, parce que vous serez jamais aussi authentique que le produit pur, quoi, en quelque sorte. Ça n'a pas de sens. Et d'autant plus, ça n'a d'autant pas de sens lorsque vous êtes vous-même au pouvoir. Quand Nicolas Sarkozy, en 2007, était sur une expression qui était celle de dire « nous allons incarner l'autorité, le respect de l'ordre, etc. » Tout ça avait un sens puisqu'il allait exercer le pouvoir et qu'il incarnait la rupture de l'ère de Jacques Chirac. Dès lors que vous exercez le pouvoir depuis 4 ans, les Français ne vous croiront pas. Donc, soyons sur les sujets qui sont les vraies problématiques. Quand je vais dans une petite entreprise dans la Somme, afin que j'ai FINS, une jeune femme, à l'issue de la visite de l'entreprise, me dit « Mais vous m'êtes sympathique, monsieur, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ça fait 25 ans que je coupe des endives et que je gagne 1100 € par mois. Eh bien ça, c'est un scandale. Et face à ça, qu'est-ce que vous me répondez? Alors moi, j'ai le transfert des cotisations sociales sur un impôt sur la consommation pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat, etc. Mais la problématique, c'est celle de la crédibilité. Et la crédibilité, Arlette Chabot, elle passe par l'éthique et l'exemplarité au sommet de l'État. Combien de fois a-t-on entendu ce message depuis des mois? Donc, éthique, exemplarité, c'est là vous mettez en cause qui? Certains ministres? Non, je dis, on a eu toute une série d'événements qui ont semé le doute, vous le savez. Alors, quand vous étiez au gouvernement, d'abord, vous êtes content d'être parti, finalement. Vous dites aujourd'hui, j'ai bien fait de partir. Oui, au moins, je peux m'exprimer. Ouais, voilà. Vous avez le sentiment que le nouveau centre est traité en allié subalterne? Le nouveau centre a été fidèle et loyal à l'engagement qui a été le sien en 2007, mais de participer à l'inverse, à la majorité. il a reçu en échange nous aurions été probablement plus inspirés de temps à autre à ce que nous soyons plus écoutés. Quand nous avons expliqué en 2007 que le bouclier fiscal, ça ne tiendrait pas sur la distance, nous avions raison. Alors, qu'attendez-vous demain? C'est-à-dire, vous dites, on va refaire quoi? L'UDF? Vous allez reconstituer l'UDF avec vos amis centristes, avec lesquels vous êtes fâchés, réconciliés, avec Jean-Louis Borloo Moi, j'ai envie profondément que nous soyons en situation, non pas simplement d'être une force politique d'appoint ou qui pèse dans le débat politique, mais au contraire d'être une force capable d'incarner une alternative au moment de 2012, c'est-à-dire une force qui rassemble très large, qui doit même aller au-delà des seuls centristes et des radicaux qu'incarne Jean-Louis Borloo ou que j'incarne à travers la présidence du nouveau centre. Alors que c'est la journée du centre aujourd'hui à Europe 1. Ce matin, Jean-Louis Borloo était assis à votre place. Vous lui dites, Jean-Louis, maintenant il est temps, le Parti radical doit quitter l'UMP et retrouvons-nous dans une grande fédération autonome. Quand vous le voyez, Jean-Louis Borloo? Bien sûr que je le vois. Alors vous parlez gentiment. Je n'ai aucun conseil à lui donner. Il est dans une démarche sereine, tranquille, qu'il construit avec ses amis. Les rendez-vous sont fixés, comme vous le savez. Nous avons... les rendez-vous, c'est Bah oui, je crois qu'ils ont un congrès au mois de mai. Donc il faut qu'il retrouve son autonomie comme vous. On se sent tellement bien quand on est autonome. Nous avons eu un conseil national en janvier qui clairement a fixé le cap de cette reconstruction d'une famille qui doit largement dépasser le cadre des centristes pour que nous soyons en mesure d'être une alternative au moment de 2012. Et qui sera candidat à l'élection présidentielle, lui ou vous? Écoutez, le mieux placé. Ouais. Et même si vous vous dites, en regardant les sondages aujourd'hui, qu'il y a un risque que Nicolas Sarkozy ne soit pas présent au second tour s'il y a un candidat centriste, vous y croyez à ça? Déjà, je pense que vous n'enfermez pas la démocratie. D'autre part, ça n'est pas au moment où l'UMP représente au cantonal 8% des électeurs inscrits que vous allez restreindre l'offre. Je pense qu'au contraire, on a besoin d'avoir un débat démocratique avec une offre nouvelle. L'idée de pouvoir enfermer le choix des Français, ça n'existe pas. Et puis j'allais vous poser une question simple. Celles et ceux qui, par exemple, ont voté Bayrou en 2007 et qui ont voté Sarkozy au deuxième tour, ils ont représenté plus de 70% des électeurs de François Bayrou. Que font-ils demain, en 2012? Pour qui votent-ils? François Bayrou, non? C'est le candidat. Je ne sais pas, j'en sais rien. Juste un mot avant de vous laisser avec Nicolas Poincaré et les questions des internautes. Vous souhaitez que Nicolas Sarkozy soit réélu? Est-il en capacité de le faire aujourd'hui? Écoutez, vous lui poserez la question. Non, mais votre souhait personnel, vous avez envie qu'il soit réélu? Moi, je ne sais pas. Si vous dites pas oui, c'est que ça veut dire, pas sûr. Écoutez, j'ai cru comprendre à travers les débats internes de l'UMP dont vous me parliez tout à l'heure
que la question probablement devait plus se poser qu'on ne le dit au sein de cette formation politique. Nicolas. 2-3 petites questions très rapidement qui sont posées par des auditeurs sur notre page Facebook. Une de Madame Ségondi en Corse qui dit « Je parie que vous ne la poserez pas ». Déjà, elle a perdu parce que je vais la poser. Voilà. Combien elle avait parié? Elle rappelle que lorsque vous étiez ministre de la Défense, Kadhafi, on ne le bombardait pas, on essayait de lui vendre des armes. Elle a raison, Madame Ségondi de Corse. Eh bien, la Libye n'était plus au banc de la communauté internationale. L'embargo sur les armes en Libye avait été levé de mémoire en 2003 ou 2004. Tous les pays du monde tentaient de négocier avec la Libye et il aurait fallu que la France reste absente, alors que les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Américains, les Russes engageaient des nouvelles discussions commerciales avec la Libye. Nous aurions dû être les seuls à considérer que l'embargo nous était applicable et à aucun autre sur la planète. Oui, mais on essaie de lui vendre des Rafales, si mes souvenirs sont bons, quand il occupait sa tente au palais de Marigny. S'il avait eu des Rafales, ça aurait été plus compliqué aujourd'hui. Oui, enfin, honnêtement, les discussions sur les Rafales... voilà. Bon, une dernière question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que vous regrettez de ne pas être ministre de la Défense au moment où le job aurait été particulièrement intéressant? Écoutez, j'ai vécu 3 années et demie absolument passionnantes. J'ai mené, je crois, une réforme exemplaire de l'État, réforme qui permettra au budget de l'État de faire 1,6 milliard d'euros d'économies et de l'investir sur l'équipement des forces. Je pense que cette réforme-là, elle marquera l'histoire du ministère de la Défense. J'ai mené aussi un certain nombre de crises, pas celle-là. Les autres questions portaient beaucoup sur la cuisine, parce que vous avez marqué les esprits en faisant vos vœux depuis votre cuisine, et sur les chevaux, parce que vous avez des chevaux qui gagnent aux courses. Mais malheureusement, on n'a pas le temps, on les posera la prochaine fois. Arlette Chabot m'invitera demain matin. Demain matin ou demain soir. Non, mais bientôt, parce que vous allez publier un livre dans quelques temps, donc vous reviendrez pour nous parler de votre projet. Alors à très bientôt, Hervé Morin, et à demain, Arlette Chabot. Dans un instant, le meilleur de Nicolas Canteloup. La suite de